Et il s'ensuit des affrontements assez violents dans le palais, puisque les assaillants essayent de rentrer. Ils ne sont jamais rentrés. Ils ne sont jamais rentrés. Ils ne sont pas rentrés pourquoi? Par politesse? Non, ils ne sont pas rentrés pas du tout par politesse, puisque effectivement le palais universitaire est très facilement est facile à défendre. C'est-à-dire qu'on a immédiatement barricadé les trois grandes portes d'entrée, et ensuite il fallait effectivement escalader la façade, ce qu'ont fait un certain nombre de manifestants qui sont tombés dans le bureau de Mel, qui était le doyen de la faculté de théologie protestante, qui a été mis à sac, à sa grande, bon, et on comprend sa grande consternation, et pour les repousser, on a poussé, je me souviens, des grandes armoires de fer qui étaient dans le bureau d'à côté pour empêcher la progression de ces manifestants. On les voit très bien sur toute une série de photos qui sont d'ailleurs présentées dans l'exposition. Et puis il y a un groupe qui effectivement contourne le palais universitaire et passe au niveau rez-de-jardin, dans les sous-sols du palais universitaire. Donc on se précipite immédiatement dans ce sous-sol pour repousser ce groupe. Alors c'est assez hallucinant, puisqu'il y a les grandes copies identiques qui étaient stockées à l'époque. Il y en a quelques-uns qui ont dû perdre leurs bras. L'université, dans sa générosité, les a restaurés et maintenant les présente. Ils sont plus seulement dans la cave, et c'est un peu bataille de chiffonnier dans la cave, avec une quinzaine de gros bras. Alors Armand Peter, qui était à la cave, c'est son témoignage, les interpelle en alsacien, et lui il explique que c'était des garçons bouchers, mais c'est pas du tout, il parlait alsacien. Il y a un prof qui a essayé de s'interposer, c'est un souvenir que j'ai, c'est Rabache, qui était prof de lettres. Il a pris beaucoup de mousse carbonique, puisqu'on a pris les extincteurs pour repousser les assaillants. Et puis ensuite, bon, il y a certainement, parce qu'il y avait quand même des gens parmi les contre-manifestants gaullistes qui faisaient de la médiation, qui ont dû leur dire, bon, repoussez. Ensuite, on a eu une longue négociation avec, par le truchement du rectorat, par le truchement de Bayard, pour régler la question. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas sortir, ils continuaient à faire pression. Il y a eu un cordon de policiers qui a été placé en bas des marches du palais universitaire. Et ensuite, bon, épisode, donc, je ne suis pas nécessairement su, je revendique que je le dis, donc vous pourrez avoir honte. On a finalement abouti à l'accord suivant, c'est qu'on n'abaisserait pas le drapeau rouge, mais qu'on était éventuellement d'accord pour mettre un drapeau tricolore. Et donc avec Bayard, on a pénétré, puisque c'était fermé à clé, puisqu'on avait tout bouclé la porte, on a été obligé d'enfoncer l'un des panneaux de la grande porte de la salle Fustel de Coulanges, et avec Bayard, alors je ne sais pas si je l'ai précédé ou si je lui ai succédé, on est rentré à quatre pattes dans la salle Fustel de Coulanges, et ensuite dans la salle Pasteur, et on a mis un drapeau tricolore sur le balcon, et effectivement l'accord a été respecté. Les manifestants ensuite se sont peu à peu retirés. Ça, c'est dans un documentaire de l'INA, enfin dans un document de l'INA, où on voit les étudiants, effectivement, la porte barricadée, certains s'armant de pieds de chaise. Et bon, j'ai un ami de cette époque qui était assistant en théologie protestante, qui dit: moi je suis plutôt de nature pacifiste, et je me suis trouvé tout d'un coup armé d'un pied de chaise pour taper sur les éventuels agresseurs. Voilà comment ça s'est... Alors après, dans vos travaux de recherche, vous avez rencontré pas mal de gens, de témoignages, oui. Et vous disiez ce matin, si j'écoute tous les gens qui étaient dans cette cave à ce moment-là... Oui, ça c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai, puisque là pour le moment, il y a Armand Peter, il y a Roland Recht qui est Koch, Daniel Koch. Pour le moment, qui est... Bon, Rabache, j'en suis sûr, parce que je me souviens très bien de Rabache qui était là, mais de toute façon il est mort, donc il ne peut plus témoigner, mais ça faisait beaucoup de monde. Oui, sur le phénomène de la mémoire. Après, je pense qu'il faut bien distinguer mémoire individuelle, mémoire collective, et la position du témoin. C'est-à-dire que, par rapport au mouvement, c'est-à-dire on est dans le mouvement, on occupe une certaine place, c'est-à-dire que
tous les témoignages ne se valent pas, et puis on fait beaucoup de confusion. Je prends mon cas, hein, mais je l'ai trouvé aussi souvent dans d'autres témoignages. J'étais, dans ma mémoire, le fameux épisode du monument aux morts qui nous a beaucoup occupés, puisqu'il y a effectivement inscription sur le monument aux morts du mot « révolution » et de la peinture noire qui est renversée sur la femme et qui dégouline un peu tout le long, si on regarde bien la photo. Bon, et bien pour moi, dans ma mémoire, le même jour, il y avait de l'autre côté l'inscription « Hopla wir leben ». Mais, alors j'ai cherché, j'ai essayé de vérifier, mais si on prend mon témoignage, effectivement, c'est le même jour. Mais Hopla wir leben, c'est seulement le 10 août, c'est-à-dire c'est plus d'un mois après. Donc il y a souvent dans les témoignages que j'ai, il y a télescopage d'événements. C'est pareil vraisemblablement pour la manifestation dont on a discuté avec Benoît sur les dernières nouvelles d'Alsace. Puisque je pense que je confonds, on a tendance, il n'y a pas eu deux manifestations finalement, je pense. Je pense qu'il n'y a eu qu'une manifestation. Et que la première manifestation, c'est la manifestation qu'on a organisée immédiatement après l'attentat contre Dutschke. Mais là c'est pareil, télescopage de mémoire, de même que j'ai un autre témoin qui me dit qu'il a été recouvrir l'inscription ne plus jamais ne travailler jamais, qui était un slogan situationniste, à la place de Literis, cette patrie. Et cette inscription n'a jamais été faite en 68, elle a été faite lors de la mobilisation de 73. Et on a été effectivement la recouvrir parce que nos camarades postiers nous disaient qu'est-ce que c'est ce truc-là, nous on ne peut plus rien dire, comment dire, à nos camarades de travail, qu'est-ce que c'est ce truc d'étudiant qui ne veut jamais travailler. Alors effectivement c'est mon frère, il a été donné un coup de peinture sur le Literis, cette patrier pour sur ne jamais travailler sur cette inscription, pour montrer aussi qu'on était responsable. C'est-à-dire que c'était... Bon, voilà. Mais après, il y a effectivement des débordements. Hein, c'est des choses, après, on sait peu de choses sur... Par exemple, sur cette intervention entre parenthèses, entre guillemets, situationniste, des grandes inscriptions dégoulinantes sur le parvis de Lola et dans le cyclotron, c'est-à-dire l'amphi Cavaillès à la faculté de lettres. Un matin, on s'est réveillé, on ne contrôle pas tout, de même que moi j'étais particulièrement, pas scandalisé, mais ça faisait bizarre quand le Célestin, alors tout le monde dit c'était le doyen, c'était blague. C'était totalement carnavalesque, mais il y en a qui prennent au sérieux. Ils disaient, ah, vous aviez mis un doyen, c'était un clochard, un ancien d'Indochine. Alors effectivement, il y avait deux clochards qui ont tourné tout au long du mouvement. L'autre, je ne me souviens plus de son nom. On le voit d'ailleurs sur toutes les photos. Il est rondouillard avec une barbe rousse. Il se faisait appeler le philosophe. Alors, effectivement, il tenait des grandes tirades philosophiques, mais ça fait partie presque du folklore étudiant traditionnel. Il n'y avait pas de valeur. En tous les cas, pour moi, je pense que pour personne, voilà, mais sauf que le jour où il y a les Blanchet et Bello, les deux ouvriers de Sochaux qui sont assassinés, chez Peugeot, qui sont assassinés à Sochaux, et bien lui, il sort des grands rideaux noirs et il tapisse le fronton, enfin pas le fronton, la façade du palais universitaire avec ses grands drapeaux noirs. Bon, ça faisait complètement... ça faisait trop, quoi. Ça faisait... Comment est-ce que l'historien, aujourd'hui, fait le tri entre, justement, mémoire collective, mémoire individuelle comment est-ce qu'on arrive à considérer, oui, il s'est passé ça, effectivement, et pas ça? De toute façon, sur oui, non, je réponds juste, nous, sur la façon dont on a travaillé, puis après, vous pouvez compléter sur la démarche de l'historien. Pour nous, ça n'a pas posé de problème, dans le sens où... c'était une démarche parallèle et on a travaillé d'abord sur les archives, donc sur les tracts, sur les affiches, sur ce qu'on trouve dans la presse, sur les photos de presse, sur les films, et il y avait déjà beaucoup de choses à montrer. Mais en revanche, on ne voulait pas que ça reste trop sec, et c'est pour ça que nous, ça nous paraissait important, à côté de laisser une place à justement une forme de témoignage, pour avoir plus quelque chose de plus émotif sur la façon dont tout ça a été vécu.
Donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'appuie littéralement, parce que forcément, à 50 ans d'intervalle, il y a des inexactitudes ou des problèmes. Après, il se trouve que lorsqu'on est des fois en train d'essayer de rédiger des cartels, on a besoin d'informations précises, aussi objectives que possible, et là, parfois, on a des manques. Donc là, effectivement, des fois, on se retourne vers justement des personnes qui étaient là il y a 50 ans pour leur demander des précisions, par exemple sur cette histoire du monument aux morts et de cette inscription. Parfois, on arrive à résoudre le problème, parfois non. Donc dans le cartel, simplement, on montre, on essaie de le formuler de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation. Mais pour nous, c'était pas problématique. Au final, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Pour vous, c'est quoi? C'est un gros truc, c'est super important, finalement, c'était un phénomène qui concernait relativement peu de monde. Alors, je crois que j'ai déjà en partie répondu tout à l'heure. Non, pour moi, c'est pas du tout un petit mouvement ou quelque chose qui concernait peu de monde. Simplement, si on regarde les chiffres, on a entre 8 et 10 millions de personnes qui ont manifesté à ce moment-là en France pendant ces quelques semaines. Voilà, c'est la plus grande grève générale de l'histoire en France. Donc nécessairement, ça a des conséquences immédiates, ça a des conséquences plus profondes, et même ça amène une forme de changement dans les mentalités. C'est pour ça que ça reste, je pense, aussi un marqueur pour beaucoup de personnes. Après, c'est difficile aujourd'hui de parler même de mai 68 de façon neutre, parce qu'il y a presque une bataille politique et idéologique sur son interprétation. Et donc, c'est pour ça que nous, dans l'exposition, on a essayé de surtout pas entrer dans ce terrain-là, et d'avoir une approche aussi objective et concrète que possible, à partir des archives et des sources. Donc nous, c'est comme ça qu'on a travaillé. Monsieur ?